La prolongation pour la dernière de la saison, mesdames et messieurs, sur Radio Espace, sur Espace TV. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur nos antennes. Vous nous écoutez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci à ceux qui nous rejoignent en région. Vous êtes sur les réseaux sociaux, très nombreux d'ailleurs à nous suivre. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Évidemment, on s'intéresse à ce autre sujet. On parle politique ce matin. La transition guinéenne, toujours en débat. Le gouvernement dit avoir avancé dans la mise en œuvre de l'accord dynamique convenu donc avec la CEDEAO, recensement général de la population et de l'habitat, recensement administratif à vocation d'état civil, élaboration de la nouvelle constitution, autant d'actions en cours, sauf qu'au même moment, une frange de la classe politique continue évidemment d'exiger un dialogue autour de toutes ces questions. Quel regard porte sur la conduite donc de cette transition? Nous essayons de comprendre ce matin avec le président du mouvement démocratique libéral, Ali Bouba. Il se prononce ce matin chez nous. Il est notre deuxième invité, mesdames et messieurs, évidemment. Le débat continue dans un instant. Madame Hiro, on a écouté monsieur Keïta qui était avec nous. Des citoyens s'inquiètent, mais bon, c'est de bonne guerre, on a envie de dire. Là, c'est de bonne guerre. Écoutez, on le disait tout à l'heure, la difficulté, c'est par rapport aux sources de revenus, par rapport aux conditions de vie. En tout cas, les citoyens que nous interrogeons ici à partir de la rédaction disent que c'est extrêmement cher. Mais comparé évidemment à d'autres pays, on dirait que ça l'est moins. Ça dépend du niveau de vie. Mais je pense qu'il faut quand même fournir des efforts, surtout pour ceux qui gagnent leur vie dans le secteur. En parlant par exemple des détenteurs de véhicules de transport et autres. Mais aussi pour les citoyens, je me dis que c'est pas évident. C'est pas souvent facile. Mais quand vous donnez la peine de vous offrir un véhicule, il faut mettre les moyens qui vont avec. Il faut trouver le permis qu'il faut, il faut trouver les moyens qu'il faut pour pouvoir circuler normalement. Ils ont donc jusqu'au 30 juin, comme il a dit. Sinon, ça sera un surplus parce que non seulement vous payerez le document, mais vous aurez cette contravention qui va vous tomber dessus. Le mieux, c'est de mettre en règle avant le jour J. Voilà, c'est bien dit. Allez, Jacques, notre invité est avec nous, évidemment, dans ce studio, monsieur Ali Bouba, le président donc de Modèle. Mon cher Ba, bonjour. Bonjour, Amine. Bienvenue. Bonjour, merci. Ça fait un moment. Ouais, c'est vrai. Comment ça va ce matin, Ali? Très bien. Toujours un plaisir d'être dans les locaux d'Espace et surtout de vous retrouver. Ça fait un bon temps. C'est vrai. Allez-y, mon cher Jacques. Il est devenu un pigeon voyageur. Ouais. Il est en tournée. Ouais, c'est vrai. Il vient du Japon, là. Oui, c'est ça. Ouais. J'étais à Tokyo. Waouh. C'est à combien de kilomètres d'ici? En tout cas, c'est pour 24 heures de vol. Wow. C'est loin. C'est un endroit où je vais souvent. Ouais. Pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles. Ouais. C'est un pays que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Donc voilà. Allez-y, mon cher Jacques. Alors, en gros, quelle lecture faites-vous de la transition guinéenne, mais en lien surtout avec la mise en œuvre de l'accord donc convenu avec la CEDEAO, entre le gouvernement et la CEDEAO. Il y a une présentation qui a été faite la dernière fois qui laissait croire qu'on était en train d'avancer. En tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous observez sur le terrain et qu'est-ce que cela vous dit en termes d'actions concrètes réalisées? Alors, s'il y a un discours qui consiste à faire croire que nous sommes en train d'avancer, je suis très surpris de l'apprendre parce que ce n'est pas par la théorie qu'on va nous convaincre que nous sommes en train d'avancer par rapport à la gestion de la transition en ce qui concerne le processus électoral en particulier. Étant acteurs politiques, nous nous sentons particulièrement concernés par ce processus parce que c'est par ce chemin qu'on sortira de la transition, c'est-à-dire des élections auxquelles les hommes politiques prendront part à travers les partis. Alors, j'ai suivi les différentes présentations qui me semblent être très théoriques, qui sont en décalage avec la réalité, d'autant plus que les éléments essentiels du processus électoral, en l'occurrence le cadre juridique des élections qui doit être défini par la Constitution, la loi électorale, il y a une absence d'un cadre juridique approprié. Il n'y a pas une institution qui est chargée typiquement des élections qui est mise en place, c'est-à-dire un organe de gestion des élections ou une CENI. Il n'y a pas une logistique électorale dont on nous a présenté. Il n'y a pas un fichier électoral approprié qui contient les électeurs. Et bien entendu, lorsqu'on parle d'élections, on parle d'électeurs d'abord avant de parler de compétiteurs. Surtout, ouais. Donc, il n'y a pas une base concrète sur laquelle on peut se dire à quelle date on pourrait aller à des élections. Ouais. Alors que je l'ai dit depuis le début de cette transition, je l'ai dit à toutes les personnes concernées, que ce soit
le président de la transition lui-même, y compris les membres du gouvernement. Toutes les fois que j'ai eu l'occasion de m'exprimer, je n'ai jamais pensé manquer de le dire, que pour moi, l'élément essentiel de la transition devait être le processus électoral. Tout ce qui allait se mettre en plus allait être en quelque sorte en annexe. Parce que l'essentiel, une transition se définit comme étant le passage d'une situation vers une autre. Comment on y arrive? C'est à travers le processus électoral. Et j'ai toujours pensé que le meilleur héritage d'une transition ou le meilleur bilan d'une transition, c'est un processus électoral clair, transparent, inclusif, qui pourra générer des élus à partir desquels les Guinéens pourront être gouvernés. Parce que lorsqu'on bâcle une transition où on manipule le processus et qu'on se retrouve avec un président mal élu ou imposé par un cercle restreint, ça veut dire qu'on n'a fait que reprogrammer une nouvelle transition qui va venir dans les années à venir. C'est très simple. Nous vivons la 3e expérience de la transition de notre pays. On devait s'en servir comme enseignement. Et les risques que cela génère sont plus d'abord pour ceux qui conduisent la transition actuelle, parce que si on part de l'hypothèse que la transition mal faite, elle génère un président mal élu, et ce président va arriver, ceux qui n'ont pas, le fait d'être mal élu, ils souffrent d'un problème de légitimité. Les Guinéens qui n'ont pas été impliqués dans le processus seront toujours revendicatifs. Ils ne se sentiront pas concernés par la gouvernance de celui qui est arrivé. À force de protester, le pays va être encore dans la même crise. Nous l'avons vécu sous l'ère Alpha Condé. Nous savons comment cela se fait. Donc de crise en crise, c'est la tentation qui revient à d'autres militaires qui se diront mais tiens, il faut qu'on arrête ce désordre. Et finalement, quelques années après, c'est des militaires qui peuvent être intéressés à faire un coup d'État. Et généralement, quand c'est comme ça, ceux qui vont arriver, les premières victimes de leur arrivée, c'est d'abord ceux qui ont géré la transition, qui a conduit à l'arrivée d'un mauvais président. Raison pour laquelle il faut que le CNRD et tous ceux qui les soutiennent entendent raison, que le piège, c'est-à-dire le fait de torpiller le processus, le fait d'avoir une démarche solitaire, le fait d'exclure, le fait de manipuler, c'est à eux que ça reviendra d'abord. Le piège qu'ils sont en train de faire, les conséquences peuvent d'abord se rabattre sur eux. Deuxièmement, une transition qui prend du temps. On tend vers la 2e année. Lorsqu'on n'a pas une visibilité sur le tableau de bord politique, une transition qui va au-delà de 2 ans, elle devient problématique. Parce que dans l'esprit des gens, ça reste et demeure une transition. Même si vous réalisez des miracles économiques, quels que soient les résultats que vous avez, quoi qu'il arrive, ça reste une transition. Donc une transition au-delà de 2 ans, elle devient très mal perçue. Parce que les chefs d'État de la sous-région et les autres institutions dans le monde vont se dire, tenez, si chaque groupe de militaires peut prendre le pouvoir, faire 3 ans, 4 ans au pouvoir, il n'y a plus de raison d'espérer que la démocratie ait un avenir dans ce pays. Parce que les politiques vont commencer à s'encoquiner avec les militaires. Donc ce ne sera plus créer un parti, l'entretenir pour arriver au pouvoir. On se dira, dès qu'on manipule un groupe de soldats, on a une chance d'arriver au pouvoir. Et c'est un état d'esprit qui est très dangereux quand ça s'installe dans un pays. Donc voilà en fait de façon sommaire les réflexions que nous faisons au sein du modèle qui ont généré beaucoup de propositions depuis le début de la transition. Nous les avons transmises à qui de droit. Mais malheureusement dans notre pays, lorsque vous transmettez une proposition, c'est le nom qui est inscrit en bas qu'on regarde, ce ne sont pas les idées qui sont contenues dans les documents. Lorsqu'on n'aime pas la face de Aliou, on s'en fout de ce qu'il dit. Et pourtant, il est guinéen et mieux, président d'un parti politique. Moi, j'ai envie de comprendre, madame, avant de continuer, comment est né ce désamour? Parce que quand même, ça a suscité, je vais dire, de l'espoir, l'arrivée de CNRD. C'est politique, j'ai entendu les propos, et à entendre ce qui se passe aujourd'hui, 2 ans après, je me dis, c'est 2 pays différents. Comment est né ce désamour selon vous, Je crois que c'est le système qui a régénéré, et très rapidement. Dès le début, nous avons tous cru, nous avons tous eu l'envie de croire. Le CNRD est arrivé suite aux différents efforts que nous avons fournis, parce que n'eût été la mobilisation citoyenne contre le 3e mandat, aucun militaire n'aurait eu le courage de prendre le pouvoir. Ça, il faut se le dire. Alpha Condé, en 2021, il était complètement affaibli. Il était verrouillé. Il y a eu une mobilisation citoyenne qui a commencé en 2017 et qui a généré le FNDC en 2019. Il y a eu des efforts qui ont été fournis. Il y a eu du lobbying qui a été fait. Nous avons fait beaucoup de rencontres au niveau international. Le régime d'Alpha Condé était décrédibilisé, affaibli. Alors les militaires ont trouvé que c'était une faille. Ils ont terminé un travail que les citoyens ont mené en amont. Ça, il faut se le dire. Donc le mérite revient à l'ensemble de ceux qui se sont impliqués depuis le début pour qu'enfin qu'on n'hypothèque pas
les efforts en matière de démocratie que nous avons fournis. Ouais. Donc, dès le début, nous avons rencontré les autorités de la transition. Vous vous souvenez du discours que moi j'ai tenu, colonel Doumbouya et ses amis, le 14 septembre 2021, 9 jours après le coup d'État, oui, où je lui ai donné un certain nombre de conseils en public, devant tous les acteurs politiques, pour lui dire, faites très attention. Il y a des leçons à tirer, il y a des fréquentations toxiques qu'il faut éviter. Lorsque vous avez des hommes politiques qui viennent vous dire, négociez avec nous, vous nous donnez le pouvoir, on vous garantit ceci dans le futur, excluez ceci pour que nous on compétit. Alors que les acteurs politiques qui font ça, Lamine, je vous garantis, même si eux seuls vont à des élections, ils vont les perdre. Ah bah oui, forcément. Vous savez pourquoi ils vont les perdre? Non. Ils vont les perdre contre un adversaire. Et cet adversaire, c'est le taux d'abstention. Il y a des hommes politiques en Guinée aujourd'hui, tellement qu'ils sont faibles à la base, s'ils vont à des élections, il n'y a personne qui va voter. Alors on ne peut pas se permettre de discuter avec ceux-là et croire que ce qu'ils vous disent, en fait, c'est dans votre intérêt. Dans tous les pays du monde où les militaires ont fait un deal avec les politiques, celui qui arrive au pouvoir, il devient votre premier ennemi. La Guinée, on en sait. Alpha est arrivé au pouvoir, on a vu ce qui est arrivé aux dirigeants du CNDD. Oui. En Côte d'Ivoire, Robert Gueye a dealé avec Gbagbo. Gbagbo est arrivé au pouvoir, quelques mois après, Gueye s'est retrouvé avec une balle dans la tête, dans la rue. Il y a beaucoup de pays qui doivent nous servir d'exemple. Il ne faut jamais le faire. Tant que vous êtes dans la transparence, tant que vous êtes dans l'inclusivité, vous êtes inatteignable. Mais qu'est-ce qui fait dire que le CNRD serait en train de négocier avec des politiques pour prendre le pouvoir, pour passer le pouvoir? Bon, il y a des indices qui sont des sources d'inquiétude. Ok. Pourquoi? Parce que le 27 juin 2022, on avait rencontré, les classes politiques avaient rencontré le Premier ministre d'alors, M. Lansana Mohamed Biabogui. Il y avait la présence des ambassadeurs, des opérateurs économiques, des activistes de la société civile, tous les acteurs politiques confondus. Ce jour, j'ai pris la parole. J'ai tenu un discours. J'ai dit, faites attention. Si vous créez une mouvance de la transition et une opposition de la transition, c'est à votre détriment. Faites pas ça. Ne montrez pas que vous êtes partisan. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vous fréquentent, vous vous contentez d'eux, vous dites que les autres sont des parias, c'est les ennemis de la Guinée, c'est eux qui ont fait ceci. Ne rentrez, c'est pas votre discours. C'est que nous disons entre politiques, les clashs que nous faisons, laissez ça entre nous. Ne rentrez pas dans ce jeu, soyez très éloignés des positions partisanes. Malheureusement, cela n'a pas été écouté. Aujourd'hui, Lamine, tout le monde est d'accord qu'il y a une mouvance de la transition et une opposition à la transition. Il y a ceux qui fréquentent, qui sont dans les bonnes grâces, qui s'autorisent même des missions au nom de la junte dans certains pays, qui sont là-bas tous les jours. Quand la junte dit c'est blanc, ils disent blanc comme neige. Ils ne sont jamais en désaccord avec quoi que ce soit. D'où l'idée du dialogue qu'ils ont organisé et qu'ils ont réservé à ceux qui sont d'accord avec eux. Soi-disant, ils ont fait des démarches. Mais ces démarches étaient déjà biaisées. Parce qu'on ne peut pas venir en tant qu'acteurs politiques que nous sommes, nous demander de faire valider ce que vous voulez à travers un séminaire et on nous dit, écoutez, vous savez, venez, la table de dialogue, c'est ouvert. Après, il y a eu ces rencontres avec le Premier ministre aussi, avec les religieux, pas, par exemple, pas à l'issue des premières rencontres avec ceux dont vous parlez. Pourquoi ce deuxième épisode n'a pas marché avec le Premier ministre et les religieux, à votre avis? Pourquoi là aussi il y a eu échec? Je vais vous dire, c'est nous qui avons travaillé à reconstituer les forces vives. Le modèle, sa position a toujours été claire par rapport à cette transition, comme toujours d'ailleurs. Lorsqu'on est arrivé dans un premier temps, on avait le trio, on est allé au quatuor, on a reconstitué les forces vives, c'est devenu une plateforme encore plus large. C'est nous qui avions demandé à ce que les religieux s'impliquent. Le gouvernement a été favorable, nous avons salué cela. Le Premier ministre s'est investi pour que les religieux, pour qu'ils soient l'interlocuteur, et nous aussi, nous avons constitué une délégation qui représente les forces vives. Mais ils ont fait plusieurs rounds sans que cela ne génère un résultat. À un moment donné, je vous le confie, même les religieux étaient gênés parce que chaque fois qu'ils sortaient des discussions au centre islamique de Donka, les religieux avaient des difficultés à tenir un message. Vous-même, vous en avez parlé ici parce que c'était de contenu. Chaque fois, ils sortent, ils disent, nous avons avancé. Mais sur la base de quoi? Il n'y avait rien. Le Premier ministre venait. Il est dépourvu de pouvoir. Le Premier ministre a une marge de manœuvre très faible. J'avoue qu'en ce moment, il avait fait beaucoup d'efforts autour de la table. Il essayait de convaincre les uns et les autres que c'était possible de croire. Mais on lui disait concrètement, si vous êtes fondé de pouvoir, si vous avez été mandaté par le CNRD, dites au président du CNRD et de tous les organes de vous concéder des pouvoirs de décision. Comme ça, autour de la table, on va avancer sur tel point, on va évaluer ensemble. Mais chaque fois qu'il venait,
il nous donnait l'impression de ne pas disposer de ce pouvoir. Et finalement, c'était bloqué parce qu'on ne pouvait pas accepter n'importe quoi. Et il s'est trouvé que ce round de négociations aussi a échoué. Nous nous sommes retirés, mais les religieux ont estimé qu'il était important qu'on garde le contact de façon au moins informelle. Ce contact informel a été gardé. Au fur et à mesure, il y a eu quelques résultats. Il y a la libération, on ne dira pas des prisonniers, parce que c'est une sorte de prise d'otage. Justement, je voulais arriver à cela. Est-ce que vous-même n'avez pas mis le sable dans votre maïs en mettant dans vos revendications la libération des prisonniers? Parce que du coup, lorsque vous avez parlé des prisonniers, on n'était plus à même de faire la différence entre ceux qui sont détenus comme les Kassouri et autres et les autres prisonniers. Écoutez, lorsqu'on a parlé des prisonniers, il y a un cas très spécifique. Vous avez les activistes du FNDC et le responsable de l'UFR qui ont été arrêtés dans des conditions qui ne pouvaient même pas donner l'opportunité d'un procès. Ouais. Parce que vous savez, en droit, je ne suis pas spécialiste du droit, je le dis sous le contrôle des juristes, il y a une primauté de la forme sur le fond. La manière par laquelle ces jeunes ont été arrêtés enlevait complètement le contenu et l'essence du dossier, donc on ne pouvait pas les poursuivre. Toute juridiction responsable, tout juge responsable devait prononcer une libération pour ces jeunes. On les a gardés pendant 9 mois. Ouais. Et ça a abouti au résultat qu'on en a. On a vu Fonike Mengue qui a perdu sa mère. C'est une question de sensibilité. Et de trouver que celui-ci est innocent. Il a été gardé en prison avec tout ce qu'il a enduré. Ouais. Sékou Yaya a fait une crise d'AVC en prison. Il en a fallu de peu qu'il n'en meure. Il est aujourd'hui à l'étranger. Ibrahim et tous ces gens-là. Après, on se rend compte que le dossier était vide. En réalité, il n'y avait aucune base de poursuite parce que ceux-ci n'ont rien fait d'illégal. Ça, c'est côté. Maintenant, pour ceux qui concernent les anciens gestionnaires de l'État, en l'occurrence Kassouri Fofana et tous ses amis en prison, nous avons toujours dit, et moi personnellement, pour moi, ils ont droit à un procès équitable. Évidemment. Mais je ne suis pas d'accord qu'on cultive l'impunité par rapport à la gestion de ce qui s'est passé au temps d'Alpha Condé. Parce que l'endroit où le bas blesse, c'est là aussi. Ce discours n'a jamais changé. Moi, non, mais Alpha Condé aux autres, j'ai toujours dit... Quoi que c'est une coalition, quoi qu'on dise. Vous parlez de force vive, Aliou. Lamine, j'en viens. Et même dans vos studios ici, pendant qu'ils étaient en fonction, il y a encore les discours qui sortent, il y a les vidéos. Non, mais ça, on ne se connaît pas, sincèrement. Voilà, exactement. On disait clairement... Tu sais qu'il n'y a pas d'incohérence dans ce sens. Où on disait qu'il y avait un peu d'incohérence, on ne peut pas comprendre que ces gens-là que vous dénoncez par rapport au 3e mandat et tout ça, et comme par magie patatras, vous vous associez, si on peut me dire, parce qu'ils font partie des forces vives, je parle de FPJ Arc-en-Ciel. L'opinion n'a pas compris, si vous voulez, ce côté-là. D'où peut-être des interrogations. Peut-être que l'incompréhension se situe à la façon de présenter les choses. D'abord, il faut comprendre les forces vives. Ce n'est pas une alliance politique. Oui, ça on le sait. C'est juste une association. C'est une association. Quoique, c'est une association, on est d'accord. C'est des gens qui se mettent ensemble, comme on l'avait fait pour le FNDC. Tous ceux qui se reconnaissent au mot d'ordre du combat se mettent ensemble. Le RPG étant un parti politique qui a des militants, qui a des Guinéens, qui a des responsables, s'est mis dans le processus. On a avancé ensemble. Mais moi, je n'ai jamais participé à une revendication de nature à dire que des responsables de l'ancienne gestion soient libérés parce que simplement il y a des revendications politiques. Plutôt, ce qu'on a dit, c'est inadmissible qu'on garde les gens en prison indéfiniment sans organiser leur procès. Évidemment. Donc, ce distinguo était nécessaire à faire et je crois que nous l'avons toujours fait. Donc, à ce niveau-là, il ne s'agit pas de faire des revendications à dire il faut garantir l'impunité à tout le monde. Des grandes gueules. Kassouri a droit à un procès. Diané a droit à un procès. Damaro a droit à un procès. Et cela n'a jamais varié dans notre discours. Même quand ils étaient en fonction, on leur amenait des messages d'alerte pour dire attention, ce que vous faites là, ça va vous rattraper. Vous devez répondre devant les juridictions. Nous sommes des légalistes. Pour moi, c'est incompréhensible que quelqu'un passe. Parlant du dialogue, on a vu les différentes implications entre autres, mais aujourd'hui, le gouvernement de la transition dit avoir tenu un dialogue avec ceux que vous considérez comme pas importants, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, même s'ils vont seuls à une élection, ils ne gagneront pas parce qu'il y aura de l'absentéisme ou de la silence, de l'abstention, je vais dire. Maintenant, de l'autre côté, est-ce qu'il faut forcément pour que le dialogue se tienne?
Alors, d'abord, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas importants. Parce que moi, je ne suis pas de nature à minimiser qui que ce soit. Je dis simplement la question de représentativité se pose. Ouais. Il s'agit des Guinéens. On connaît les partis politiques, on sait le potentiel des uns et des autres, etc. Mais cela ne veut pas dire que ceux-ci aussi doivent être exclus. Alors, il ne s'agit pas de dire il faut moi. Mais un cadre de dialogue doit être défini pour une participation la plus large possible. Ouais. La transition... Dans vos discours ici, à Liouba, dans vos discours, je vais parler des forces vives et autres, vous avez considéré par exemple les partis comme PDN, Bloc libéral entre autres, comme des partis qui n'avaient pas de revendication, donc ne devaient pas se retrouver autour de la table parce que vous avez estimé à un moment donné qu'ils s'inscrivaient dans la dynamique du CNRD, alors pas besoin d'eux autour de la table. Parlons des faits. Ces partis politiques, vous leur avez entendu porter une revendication? Ils n'en ont pas, parce qu'ils sont en phase avec tout ce que le CNRD dit. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas participer à une discussion. Mais lorsque vous n'avez rien à réclamer, pourquoi vous allez vous retrouver autour de la table? Pour parler de quoi? Mais cela ne veut pas dire qu'on les exclut. Dès lors qu'on a dit, ceux qui ont des revendications, venez autour de la table, discutez de ces revendications. Ceux qui sont d'accord avec tout, ils attendent. Quand on va uniformiser toutes les revendications, on va faire en sorte que tout soit correct. Ensemble, on va pousser la dynamique. Ça ne méprise personne. Ouais. En fait, si ce ne sont pas des a priori, des gens qui ont des arrière-pensées, mais moi, je ne peux rien par rapport aux différents règlements de compte politiques qui peuvent toujours exister entre les uns et les autres. Parce qu'après tout, nous sommes des compétiteurs. Donc potentiellement, on est des adversaires. À partir de là, chacun va travailler à son positionnement. Ça, c'est normal. Il y va de soi. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui n'ont pas de revendication n'avaient pas de place autour de la table. Voyez le fait. Ouais. Ils ont fait un dialogue. Ils ont abouti à des conclusions. À date, parce que l'opinion publique ne sent même pas qu'il y a eu un dialogue. Parce que ces conclusions, ces résolutions de ce dialogue ne sont pas appliquées. Lorsqu'on parle du processus électoral, lorsqu'on parle de recensement aujourd'hui, mais quelles sont les populations qui vont se sentir concernées par les conclusions de ce dialogue-là? Il n'y en a pas. Sur le terrain, les gens, ils sentent rien. Donc ça veut dire c'est comme si on a perdu du temps, on a perdu de l'énergie, on a perdu de l'argent. Donc c'est pourquoi la question de la représentativité, elle est très importante. Ouais. En politique, on ne peut pas tous prétendre à la même place. Il faudrait qu'on accepte que chacun soit là où il doit être et à travers la compétition, ça se recompose. Qu'est-ce qui pourrait être su si c'était vous qui étiez autour de la table? Aujourd'hui, parce que vous dites qu'il y a eu des conclusions entre eux, mais aujourd'hui, personne ne se sent concerné. Si c'était vous autour de la table, quelles seraient vos actions sur le terrain qui nous disent que vous êtes dans la dynamique de la mise en exécution? Ben, si nous étions à ce dialogue, si cela se passait normalement, les résolutions du dialogue, on allait en être responsable et propriétaire. Donc chacun de nous allait s'investir à travers la base pour sensibiliser les uns et les autres de s'impliquer. On ne peut pas, par exemple, mettre en place un organe de gestion des élections de façon unilatérale. On ne peut pas conduire de façon solitaire le processus de recensement de la population par rapport à l'établissement du fichier électoral. Ouais. On ne peut pas discuter de la question constitutionnelle sans des acteurs représentatifs. Parce que lorsqu'on parle de la Constitution, justement, parce que vous l'avez évoqué, évidemment, le danger, c'est quoi? C'est de fabriquer une Constitution entre des personnes avec lesquelles on est en phase et de croire que celle-ci a un avenir. D'abord, pour moi, la Guinée n'a pas un problème de constitution. Il faut plutôt poser autrement le débat. Quel est le rapport que nous avons avec la loi? Quel est le rapport? Quelles sont nos habitudes par rapport à notre constitution? La constitution de 2010, dont on a parlé, dont Alpha Condé s'est débarrassé dans les conditions que l'on sait. Beaucoup de constitutionnalistes et même d'analystes politiques considèrent cette constitution comme étant progressiste. Parce que dans son contenu, elle a mis des verrous pour la plupart des dispositions qui sont en rapport avec le principe de l'alternance. La preuve en est que si Alpha Condé avait trouvé des failles dans cette constitution dans lesquelles il allait s'engouffrer pour la modifier en sa faveur, en faveur de son agenda politique, il l'aurait fait. Mais tellement qu'elle avait des verrous, mais ce sont des verrous théoriques. Elle avait des verrous, il s'en est débarrassé pour se fabriquer quelque chose d'autre qu'il a appelé constitution. Son régime n'en a pas survécu. Alors, si on pouvait tirer les bonnes leçons, c'est de dire cette constitution, au regard de ce qu'elle nous a permis d'avoir comme avancée, la chose qui a essentiellement manqué, c'est la grandeur des dirigeants qui devaient la mettre en application. Parce que toutes les constitutions du monde, à la base, d'abord, sont théoriques.
Elle exprime un idéal. Comment une société doit s'organiser. Comment les citoyens doivent se mettre en rapport. Comment etc., etc. Les grandes lignes. Après, les lois organiques définissent les détails. À partir de là, ce sont les grands hommes qui donnent de la valeur et du contenu et du sens à la Constitution. À supposer qu'Alpha Condé en 2020, qu'il prononce un discours solennel à la nation en dépit de tous les sirènes, qu'ils disent « Peuple de Guinée, vous m'avez fait confiance 2 fois. Élire, réélire. Sur la base d'une constitution sur laquelle j'ai prêté un serment sacré. Je m'engage pour l'avenir de la République et pour le respect que je vous dois à respecter les termes de cette constitution et partir à la fin de mon 2e mandat. » S'il l'avait fait, la constitution guinéenne aurait eu plus de valeur. Elle aurait eu plus de poids et il aurait mis de la pression à son successeur. Parce que celui-ci ne serait pas tenté à modifier la constitution pour ses fins. Le manque de grandeur du dirigeant qu'il est a fait que cette constitution a été remise en cause. Donc si vous voulez, on va nous prêter la constitution. Les grandes gueules. Tant qu'elle est manipulée par des hommes politiques qui manquent de grandeur, elle n'aura aucun avenir. Donc le problème n'est pas... Comment avoir ces hommes de grandeur tels que vous le dites, par exemple le cas du Sénégal. Aujourd'hui on a le Sénégal où on avait une constitution, on avait des hommes d'État qui sont passés, qui ont respecté ces 2 mandats, mais finalement on est en Macky Sall là, qui a combattu contre Wade pour un 3e mandat, qui se retrouve en train de faire la même chose. Oui, la question... Personne n'a respecté la constitution au Sénégal. Chacun a toujours voulu faire un 3e mandat. C'est le peuple sénégalais qui a décidé dans les urnes. Heureusement que le peuple sénégalais est le plus important et heureusement que ce peuple est suffisamment mûr pour le refuser. Vous savez, les hommes politiques, les grandes gueules de la tentation. Obama lui-même a dit un jour dans un discours, il dit, s'il ne revenait qu'à moi, puisque je suis encore populaire, je pourrais être intéressé à rester au pouvoir. Mais les lois de mon pays sont plus importantes que mes ambitions personnelles. Je ne peux pas être candidat. Alors, tout homme politique est tenté. Le pouvoir a des caractéristiques qui sont quelquefois un mystère pour les gens, a des privilèges. Mais la grandeur d'un homme, c'est justement se mettre au-dessus de ses considérations pour lâcher et se dire, je ne suis pas indispensable. Alors, moi je dis, pour la Guinée, la question, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que je l'ai même traité dans mon livre. Pour moi, l'un des plus grands problèmes de notre pays, c'est le manque d'implication des hommes de valeur en politique. Lorsque nous aurons des gens qui ont de la grandeur, qui ont réussi dans la vie sociale, dans l'entrepreneuriat, qui ont réussi professionnellement et qui ont été inculqués, qui ont été éduqués avec des valeurs sociales, des valeurs morales, de la conviction, les grandes gueules, des personnes de grandeur qui ont de la grandeur pour donner de la force à nos lois. Donc c'est pourquoi dans mon livre, par exemple, j'ai beaucoup encouragé l'implication des grandes personnalités qui ont réussi dans des choses. J'espère que Lamine sera un jour candidat à une élection en Guinée. Écoutez, vous avez des choses à faire valoir. Quand vous réussissez dans l'entrepreneuriat, écoutez, il faut l'envisager. Il y a tellement de personnes, de jeunes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat en Guinée, que moi, par exemple, j'encourage d'aller en politique. Si vous devenez maire, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous devenez député, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut, lorsqu'on va qualifier l'espace politique, que des personnes qui ont un bon background, avec des résultats, peuvent compétir dans un débat, se dire qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, la Guinée pourra profiter et tirer le débat politique vers le haut et les populations auront des éléments de décision. Ils pourront à travers ça savoir qui est-ce qu'il faut élire et qui est-ce qu'il faut mettre là. Mais tant que la politique est le métier de ceux qui n'ont rien à faire, ceux-là vont torpiller nos lois. Ils vont être dans leur petit agenda. Ceux qui ont des petits avantages, c'est terminé. Il ne faut plus espérer pour la démocratie. Mais finalement, Monsieur le Président, non mais c'est bien avant, parce qu'on a parlé de CEDEAO dans l'intitulé. J'ai envie de revenir là-dessus parce que moi j'ai vu cette sortie du président de la Guinée-Bissau. C'est bien ça, hein? Ambalo, entre autres. Vous l'avez suivi sur RFI ou pas du tout? Laquelle des interviews? La dernière, la récente, quand il s'est prononcé, le cas du Sénégal. Ah oui, lorsqu'il a parlé du Sénégal, il disait il avait du 2 poids 2 mesures. Parce qu'après parler de la Guinée avec un ton assez poussé et du Sénégal de notre temps, je crois qu'il a priorisé le réalisme politique en parlant de Macky qui fait partie de ses parrains. Justement. C'est clair. Et la Guinée, ça arrive qu'il le fasse. La CEDEAO toujours est une institution confiance justement à cette institution qui se cherche. Justement, qui se cherche. Heureusement d'ailleurs que vous l'avez compris. Il y avait une mission d'ailleurs qui devait venir, je pense, le week-end dernier. Une mission qui a été reportée sans que les raisons qui soient données soient convaincantes.
Parce que là, on dit la Guinée, je crois, on était occupé à beaucoup de choses. Je crois qu'on est. Vous parlez d'un problème de calendrier? Oui, peut-être le calendrier des inaugurations de pose de première pierre. Peut-être c'est ce qui occupe tellement le gouvernement qu'ils n'ont personne pour recevoir une délégation de la CEDEAO en Guinée. Ils sont tellement occupés à poser des premières pierres qu'ils n'ont pas le temps de la CEDEAO. Quoique, il y a des avancées quand même avec le CNRD. Ils ont un deal avec la CEDEAO, comme ils disent. Ils ont un accord dynamique. On considère que à travers cet accord dynamique, c'est très gentil de recevoir ceux avec lesquels on a un accord quand même. Parce que ne pas le faire, ça donne un mauvais signal. C'est un mauvais indice. C'est un peu l'équivalent du gouvernement qui avait sorti les bazookas contre le chronomètre que les Américains avaient publié. Alors on nous a dit, dès qu'ils sont sortis, j'ai vu, on est souverain, on est l'indépendance, c'est nous qui avons montré à l'Afrique c'est quoi la liberté. Quelque temps après, les Américains ont dit, d'accord, on a caché ça. Mais ça ne veut pas dire que la montre s'est arrêtée, elle fonctionne toujours. Alors, donc, en fait, il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas nécessaire de faire beaucoup de bruit. Je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour rien dans notre pays. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'espoir aujourd'hui en ce qui concerne la tenue de cette transition? Pour vous, ça tangue? Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, parce qu'évidemment, il n'y a pas de chronogramme aujourd'hui, quand on se réfère un petit peu sur la réalité, on peut se dire que, quoi qu'il arrive, Doumbouya va respecter sa parole et partir? Oui, on peut espérer que son engagement pris soit respecté. Mais dans quelle situation il va partir? Où nous en serons en ce moment? Il a dit qu'il ne fera pas 24 mois de plus en Conseil des ministres. D'accord, c'est très bien. Mais la Guinée est plus importante que le colonel Doumbouya. Elle est plus importante que ma personne. Elle est plus importante que toi. Nous tous, oui. L'idéal serait que dans ces 24 mois, qu'il parte en passant la main à un président que les Guinéens ont élu au suffrage universel majoritaire. Vous revenez encore là-dessus? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas de dire que je vais partir. Partir dans quelles conditions? Passer le pouvoir à quel type de président? Comment il est élu? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous tendons vers la deuxième année, je le réaffirme. C'est très inquiétant parce que jusque-là, la conduite de la transition, elle est éminemment solitaire. Donc pour moi, il y a un besoin de rectification. Rien n'est tard. Qu'est-ce que vous appelez solitaire? Qu'est-ce que vous appelez conduite solitaire, Aliouba? Le manque d'inclusivité. Les grandes gueules. Lorsqu'on parle de conduite solitaire, vous voyez aujourd'hui ceux qui sont favorables, ceux qui ont, si vous voulez, une position qui ne soit pas critique, ceux qui ont une position qui suit la ligne que le CNRD souhaite, ils sont les bienvenus, ils sont les écoutés, on discute avec eux. La conduite solitaire, c'est le manque d'inclusivité, c'est le manque de consensus. Madame Sow, vous admettez avec moi que la base de légitimité d'une transition, c'est la concertation et le consensus. Parce que vous n'êtes pas élu. Même un président élu avec un score soviétique cherche à ratisser large pour trouver un consensus le plus large possible afin de gouverner. Mais si vous êtes une transition militaire, vous n'avez pas le mandat de quelqu'un. Oui, mais si vous parlez, laissez-moi terminer, Daouda, s'il vous plaît. Si vous parlez, vous faites attention. Vous ne pouvez pas avoir la prétention de dire je parle au nom du peuple de Guinée. Parce qu'il y a un mécanisme qui vous a donné mandat pour parler au nom du peuple de Guinée. Et c'est pourquoi vous entendez parmi quand même certaines prises de parole, il y a une dose d'arrogance. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas, lorsqu'on gouverne pendant une transition, on ne peut pas se prévaloir de la légitimité populaire parce qu'on n'est pas élu. C'est un fait. Ce n'est pas un commentaire de Aliou, c'est un fait. Monsieur Aliouba, président du Modèle, il est notre invité ce matin. Allez-y, Daouda. Est-ce que votre position aujourd'hui ne contribue pas aussi à allonger la transition? Parce que je reviens encore sur cette autre question, parlant bien sûr des partis aujourd'hui d'accord avec la dynamique de la transition, qui pensent que c'est en allant avec le CNRD aujourd'hui qu'on peut très vite en finir avec la transition, que de se mettre dans sa position. On n'est pas, la démarche n'est pas inclusive, on va à rang dispersé ou de façon solitaire. Est-ce que votre position aussi ne donne pas la chance à la transition de perdurer? Non, pas du tout. Parce que le principe de la transition n'est pas de dire que tout le monde doit être d'accord avec le CNRD. Bien. S'il faut forcément boucher le nez, fermer les yeux, fermer la bouche et dire oui, au nom de la transition, au nom de la paix, tout ce que vous faites c'est bien, salam alek, allons de l'avant, et nous savons que nous allons dans le ravin,
l'histoire va nous rattraper. Évidemment. Nous sommes des hommes politiques. Il faut bien qu'on prenne nos responsabilités. Ouais. Tant que ça ne va pas, Bien. qu'on dise que ça ne va pas. Si on n'est pas d'accord, qu'on dise que ça, on n'est pas d'accord, que de dire accompagnons. D'ailleurs, on n'a pas vocation à accompagner une transition parce que ce n'est pas la propriété de quelqu'un. C'est pour tous les Guinéens. Ce pays nous appartient tous. La gouvernance, elle est à notre profit. C'est nous qui payons les administrateurs. Du président de la République au dernier planton, ce sont nos taxes et nos impôts qui les payent. Bien. Donc nous avons l'obligation de leur demander. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Les forces vives de venir maintenant au dialogue quand on sait que parmi les revendications, aujourd'hui on a les membres de la société civile qu'on a par exemple libérés. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche finalement les forces vives à venir? Je vais vous faire une petite caricature qui vous fera comprendre. Ils ont déjà créé un train dans lequel ils ont mis ceux avec lesquels ils sont d'accord. Ils disent qu'ils ont avancé. Mais même ce train est à l'arrêt. On nous dit venez, on va tous être dans ce train et on va s'arrêter. C'est pour aller où? Le dialogue dont ils ont parlé a accouché des résolutions. Ces résolutions ne sont pas en application. Ils sont eux-mêmes en retard et en difficulté pour la mise en application de ce dialogue. On nous dit rejoignez ce même cadre de dialogue. Pour faire quoi là-bas? Bien. On va essayer d'avancer, on ne peut par le temps. Allez-y. Oui, rapidement, parce que les questions se posent quand vous parlez de représentativité. D'aucuns se posent la question de savoir qu'est-ce que le modèle de Aliou Ba peut-il représenter aujourd'hui dans le paysage politique pour qu'il qualifie les autres de pas représentatifs. Parce qu'ils ont quand même obtenu, en lieu et place de 36 mois, ils ont obtenu quand même 24 mois, qui sont les 2 ans avec la CEDEAO. C'est aussi grâce à leur implication, ceux qui sont considérés comme étant conformes à la marche du CNRD. À l'occasion des prochaines élections, ils sauront ce que représente le modèle. Parce qu'un parti politique ne peut pas avoir la prétention de dire je représente ceci s'il n'est pas allé aux élections. On ne peut pas reprocher le modèle de n'avoir pas été aux élections pour le moment, parce que c'est comme si on me reprochait de ne pas être né en 1980. Justement. Moi, je ne détermine pas à quelle date je dois naître. Donc voilà, les élections, quand elles vont arriver, le modèle va participer et ce sera l'occasion de peser notre poids politique. Mais ce qui est important aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous sommes en train de grandir en tant que parti politique. C'est à cela que nous travaillons tous les jours. Voilà. Et nous avons créé ce parti justement pour aller aux élections et nous nous préparons en conséquence. 2 réactions ce matin du côté de l'UFR avec Moria Kaba qui nous écrit « La qualité du leadership se construit à partir de l'estime qu'on porte à notre parcours et à notre histoire personnelle. Intéressons-nous au passé des leaders. Qui a fait quoi? Quelle vision présente-t-il? C'est à ce réveil évidemment de conscience qui devrait s'atteler donc le CNRD pour aider les citoyens à bien choisir lors des prochaines élections à lieu et place donc des méthodes antidémocratiques, il le dit, donc à écarter les candidats. Et l'autre réaction c'est de Youssef Kaba du PEDN qui est rouge ce matin. Donc il dit, en parlant donc de représentativité, qu'est-ce que le modèle représente pour qu'Aliou prenne la parole dans un débat public? Il s'est opposé à la participation de tout parti d'opposition à l'élection du 3e mandat, mais avait soutenu Cellou Dalein, qui était présenté un peu qui s'était présenté, un peu de cohérence cher Aliou. La véritable pomme de discorde entre le CNRD et les hommes politiques, c'était la durée de la transition. Et ce point, nous avons réclamé 24 mois pendant que les autorités avaient validé 36 mois. Peut-on dire qu'on a toujours été d'accord avec le CNRD? Soyons honnêtes. C'est un militant de PEDN qui nous envoie ce message. Mais écoutez, il est bien placé pour le dire parce que leur principal souci, certainement, c'est Cellou Dalein. Donc pour eux, tout ce qu'il y a à coller à Cellou, ça les arrange. Moi, je ne suis pas de l'UFDG. Moi, je suis du modèle. S'il me pose des questions sur le modèle, ça va. Le reste, ça reste. Mais vous avez soutenu Dalein ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça, c'est n'importe quoi. Ça. La caricature et de l'intoxication, ça, c'est le jeu favori de ceux qui n'ont pas d'arguments. Je ne réponds pas à ces gens de choses. L'inclusivité des élections à venir Allez, madame, dernière question. L'inclusivité des élections à venir dépendra de la participation de tous les acteurs. Aujourd'hui, nous avons 2 acteurs, pas des moindres, qui vivent à l'international, qui ne sont pas en Guinée. C'est le cas de Sidya Touré, mais aussi de Cellou Dalein Diallo. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un procès, par exemple, qui est collé à El Hadj Cellou Dalein Diallo. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est possible que ces 2 acteurs reviennent pour participer aux joutes électorales à venir? Naturellement, il faut qu'ils reviennent. Moi, j'ai de la peine par rapport à ce qui leur est arrivé. Et ils ont toutes les raisons du monde de ne pas croire à la justice guinéenne. Parce que simplement, on ne peut pas venir vous déloger de chez vous sans que ce soit une décision de justice. Pour Cellou Dalein et pour Sidya Touré, je n'ai pas vu un acte d'une juridiction guinéenne qui donne le droit de les déloger
et de détruire leurs bâtiments. Ouais. Lorsque cela se passe ainsi, en dehors de toute procédure judiciaire, ils ont toutes les raisons de ne pas faire confiance à la justice. C'est humain. Ouais. Donc le CNRD doit les rassurer. Bien. Doit les rassurer que lorsqu'il s'agit de la justice, elle est impartiale, elle n'est pas visée. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, quand j'étais aux États-Unis, j'ai discuté souvent avec eux. Sidia Touré, nous travaillons ensemble dans le cadre du FNDC politique, nous parlons régulièrement. Et la CELU, c'est la même chose. Et je pense que je me mets à leur place, c'est humain. Ils sont peinés. C'est à leur âge. La Guinée ne devait même pas être fière qu'ils soient contraints à l'exil. Ouais. La Guinée a toujours produit ses meilleurs fils contraints à l'exil et ça nous a toujours généré les échecs qu'on a eus. Quel que soit ce qu'on peut leur reprocher, si c'est fait dans le cadre d'une procédure judiciaire normale, je ne crois pas que ce soit des personnes qui sont de nature à se soustraire à des procédures judiciaires. Et je crois que tous les deux, d'ailleurs, avaient fourni toute la documentation nécessaire et ont engagé une procédure pour que la justice puisse statuer. Bien. Et jusqu'à date, en tout cas selon mes informations, je ne sais pas si la justice a donné l'opportunité au CNRD de les déloger. Et la manière par laquelle aussi ça s'est passé, on a vu, il y a une sorte d'expédition militaire lorsqu'on leur a délogé. Il y a des images qui sont quand même choquantes. On ne peut pas considérer leur domicile comme si c'était des trophées. Ouais. Il faut qu'on sache faire en fait, les batailles qui nous honorent. On n'a pas à montrer des muscles pour des choses qui ne valent pas. Une maison, un symbole et tout ça. Je crois que la Guinée mérite nettement mieux. Nos dirigeants doivent dépassionner leur façon de faire et se rendre compte que le pouvoir est passager. Il y avait d'autres qui étaient là avant. Ceux qui sont là aujourd'hui, certains seront là demain et nul n'a la maîtrise du destin. Bien. On ne sait pas qui va devenir président de la République demain. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à celui qui est là aujourd'hui. Il faut faire très attention. Bien. Aliou Ba est notre invité ce matin. Mesdames et messieurs, on passe à cette rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Il n'en a pas l'air ce matin, évidemment, pour la DER des GG. Mon cher Jacques Lewa, oui ou non? Aliou, c'est un habitué, hein, voilà, il faut le rappeler. Il est à la maison. Oui ou non, la difficulté qu'on a avec vous d'aller au dialogue, parce que principalement, Selou et Sidia ont des soucis avec les militaires. Non. Non. Madame Hiro? Oui ou non, Aliou Ba, le temps que finisse la transition, il y a encore beaucoup de mois, parce que de janvier à maintenant, on n'est qu'à 6 mois, dans 2 ans. Est-ce qu'il faut s'attendre à un rapprochement un jour entre Aliou Ba, oui ou non, un rapprochement entre Aliou Ba et les autorités de la transition? Un rapprochement, qu'est-ce que vous insinuez? Oui ou non, Aliou Ba pourrait se retrouver dans une entité de la transition? Non, pour le moment, cette option n'est pas envisagée. Non. C'est non, oui. Aliou, non. Non. Non de chez non. Non, c'est pas envisagé, non. Voilà. Allez-y, Caps. Oui ou non, M. Aliou Ba, on peut s'attendre au regard de l'avancée de la transition, on peut s'attendre à un glissement. C'est bien possible, c'est plausible d'ailleurs. Et ce serait dommage si ça arrive. Oui ou non, en dépit de son isolement et du caractère qu'il peut porter aujourd'hui, je vais parler du CNRD, de son gouvernement, il y a quand même des actions salutaires dans le cadre du développement socio-économique de notre pays. Oui, il y a quelques actions notables, notamment le désenclavement de certains quartiers de la capitale. Ça, ce sont des choses qui sont très bien. Voilà. Vous restez avec nous sur Espace TV. On passe à cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception, une idée, un mot. Pour définir un leader d'opinion. Une personnalité politique guinéenne. Et c'est avec le modèle ce matin, avec le président Aliou Ba, mon cher Jacques Lewaleno, une personnalité politique guinéenne, on a dit, hein, voilà. Ousmane Gawal Diallo. Aucun avis. Oh, Aliou. N'insistez pas. Docteur C'est pas Lansana possible. Faya Milimono. Un grand frère pour lequel j'ai beaucoup de respect. Ah, Faya, ok, ouais. Allez-y. Oui, mais moi je reviens, Ousmane Gawal Diallo. Aucun Il avis. dit qu'il n'a pas d'avis, voilà. C'est son droit. Mais pourquoi? C'est son avis, c'est son droit, le plus absolu. Je crois que pour la rubrique, le pourquoi n'existe pas pour la rubrique. Donc ne créez pas la rubrique et vous violez ses principes. Alors je disais, Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, il a des compétences dans beaucoup de domaines. Je crois que c'est quelqu'un qui a une bonne rhétorique. Ousmane Kaba, docteur Ousmane Kaba.
Il a été mon professeur à l'université. Il est de mon devoir de lui accorder toujours le respect de l'enseignant qu'il a été. Il m'a donné beaucoup de choses. On parle politique là, Aliou. Oui, ça fait partie. Allez-y, madame. Colonel Mamadi Doumbouya. Et je crois qu'il a la volonté de bien faire. J'ai eu l'occasion de parler avec lui, surtout au tout début, à plusieurs reprises. Je n'ai jamais manqué de lui dire les mêmes conseils que je dis ici, en public, le même message en privé. Mais ces derniers temps, il me semble qu'il y a des personnes qui sont en train de l'égarer et il ferait très attention à réorganiser les choses autour de lui et à rectifier la trajectoire de la transition. Vous êtes toujours en contact? Non, ça fait un bon temps qu'on ne parle pas. Ouais. Chacun est dans son petit coin. Il fait ce qu'il a à faire, je fais ce que j'ai à faire. Point barre. Thierno Mamadou Ba. Aucun avis. Aucun avis. Docteur Bernard Goumou. Bon, je crois qu'il avait, pendant le processus avec les religieux, j'ai senti quand même qu'il avait de la volonté de bien faire. Mais je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Il est un Premier ministre qui se fait dicter les choses. Il a une marge de manœuvre presque inexistante. Et c'est dommage. Docteur Makale Traoré. J'ai de l'admiration pour la dame, pour son leadership. Mais je crois que pour le cas du dialogue, elle a fait un certain nombre d'erreurs que je ne citerai pas ici. Puisque je suis en contact avec elle, je ne manquerai jamais de lui dire ce que je pense. Sidia Touré. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour l'économiste qu'il est. J'ai l'occasion de parler souvent avec lui. Et c'est quelqu'un qui a encore des choses à donner à la Guinée, à mon avis. S'il lui reste encore du dynamisme, peut-être qu'il aura l'occasion de continuer à servir notre pays. Selou Dalen Diallo. Aussi un grand frère, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, avec qui je parle beaucoup, qui aussi, au même titre que Sidia Touré, a encore beaucoup de choses à offrir à la Guinée. Et j'espère que tous les deux auront l'occasion de compétir avec nous aux prochaines élections pour qu'on puisse se mesurer. Aliou Ba est notre invité ce matin. Mon cher Aliou, merci beaucoup d'être passé nous voir. Cette caméra, évidemment, aux militants de modèles qui nous regardent à la télévision, si vous avez un message. Merci beaucoup, Espace. Merci à l'ensemble du peuple de Guinée. Mon message d'abord est adressé à tous les Guinéens qui se sont mobilisés, ont créé de l'engouement autour du livre que j'ai publié récemment, Agir pour la Guinée, réflexion multisectorielle d'un engagé politique. Tous les résultats que nous avons obtenus, c'est grâce à vous. Vous avez montré de l'intérêt à son contenu. La première phase de la tournée de promotion s'est faite ici à Conakry et dans les parages. Nous avons sillonné les grandes universités du pays. Nous allons engager bientôt une phase internationale de promotion en Europe et en Amérique du Nord. Et aux militants du modèle, je vous encourage. Vous savez, nous avons beaucoup de défis à relever. Dieu merci, vous êtes en train d'évoluer. Les dernières fédérations qui se sont implantées, en particulier à Gawal, à Mali, à Sigiri, récemment à Beila, à Zérékoré, les échos sont très favorables. Vous avez souhaité que je vienne. Je crois qu'on attendra juste la fin de la saison des pluies pour dérouler le calendrier de la tournée nationale que nous avons déjà programmée. Donc le modèle a du potentiel. Nous sommes aujourd'hui l'une des alternatives les plus crédibles pour notre pays. Je crois qu'on doit concrétiser ça à l'occasion des prochaines élections. Mais les élections se préparent sur le terrain. Comptez sur nous, nous comptons sur vous et je crois que le meilleur est à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher président, d'être passé nous voir ce matin. Mesdames et messieurs, dans un instant, évidemment, la deuxième prolongation